Voilà, silence ça tourne. Bonjour à tous. Eh bien, il est un peu plus que 12h30 minutes. Vous n'y pas, puisque les routes sont un petit peu encombrées ce midi. C'est pas l'excuse, mais enfin, on va vous le dire. On va recevoir tout à l'heure Guillaume Roubillard, qui est réalisateur, un peu un spécialiste, il faut le dire, d'un écrivain martiniquais disparu. Je veux parler d'Édouard Glissant. On va parler avec lui. Un peu plus tard, on va recevoir la journaliste de France Antilles, rédactrice en chef adjointe, Nathalie Dinan. Et puis un peu plus tard, Nicole Véripla et Daniel Locatin, des anciens de la MRJC, qui vont parler de ce, non pas du mouvement de jeunesse rurale, mais aussi, surtout, de cet hommage au père Chérubin Céleste décédé il y a de cela quelques années. Et puis en fin de parcours, nous aurons Muriel Jean-Jacques pour sa chronique. Quant à l'information, mais l'information, c'est cette intervention de Justine Bénin, députée de la 3e circonscription, qui intervient elle aussi sur la question du CHU. Vous savez, c'est une question qui reste d'actualité avec l'arrivée, depuis la prise en fonction de l'ARS. On espère que les choses vont un peu bouger. En tout cas, on entendra tout à l'heure cette intervention. Le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, c'était hier un grand show organisé au World Trade Center par Harry Chalus. Harry Chalus qui a présenté les investissements de la région pour les 2 années à venir. 700 millions à 2 ans des élections, ça tombe très bien. Et puis, nous irons faire un petit tour du côté du Lamentin. Tati Ambroise était en show. Tati Ambroise, vous connaissez, c'est l'art comique ou le comique, on ne sait jamais trop. Enfin, c'est un homme qui s'habille en femme. Tati Ambroise, on en parlera tout à l'heure avec ce reportage de Chris Kevin Magnier. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL. Vous êtes avec nous au moins jusqu'à 14h. On vous remercie d'être fidèle avec nous. Vous êtes aussi en direct sur C10 FM et aussi sur, bien sûr, RHT, les 2 radios qui retransmettent chaque jour ce ZCL, si vous permet de l'écouter, si vous êtes encore en route. Guillaume Robillard, bonjour, merci d'être revenu. Alors, je vous présente comme réalisateur, mais vous êtes aussi, il faut le dire, on ne peut pas dire un fan, mais enfin, disons que vous avez beaucoup lu Édouard Glissant. Édouard Glissant, il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui a rédigé, entre autres, La Lézarde, mais aussi surtout le discours antillais, qui est son œuvre magistrale et fondamentale. Ça vous a beaucoup inspiré? Ah oui, énormément. Ça m'a suffisamment inspiré pour aller à la rencontre de l'homme, oui. Pour lui proposer un projet documentaire sur sa pensée et réaliser ce documentaire sur sa pensée, oui. Ce qui est un projet d'un petit peu plus de 10 ans. Oui. Qui a abouti, Qui a abouti, tout à fait. Oui. Ce documentaire s'intitule Poétique du divers. Oui, oui, mais ça ressemble beaucoup à Glissant, Poétique de la diversiale. Oui, bien sûr, du divers, bien sûr. Évidemment, c'est en référence directe à son livre Introduction à une Poétique du divers. Oui, oui. Et donc voilà, ce documentaire a été fini fin 2014. Oui. Et a connu sa vie de diffusion. Et il continue à être diffusé, j'imagine, parce que Édouard Glissant est quand même enfin, un des grands de la littérature antillaise et même, on peut même dire noire aujourd'hui, puisque son œuvre est magistrale. Alors, quand vous êtes entré, entre guillemets, en glissant, c'est pas un jeu de mots, comment vous avez réussi? D'accord. On est en direct? D'accord, ok. Je crois qu'on va être en direct parce qu'on a un direct sur l'affaire de Mouta. On n'est pas un peuple niais, on est un peuple intelligent, on est un peuple combatif. Manger là, il y a nous là pour endormir nous là. Toute saloperie là, il y a voyer nous pour dormir là. Mais c'est là où nous payons un peu de fois. C'est là, il y a tué nous petit à petit. Donc ça fait un complot là, ou d'accord avec ça? Ça fait un complot là pour tuer nègre. Ah, mais il va faire complot pour tuer nègre. Il y a un bon moment, mais il y a un nègre là, la terre, parce que si c'est pour chercher, il peut tuer nous tous. Même si c'est 2-3 fois, il laisse quand même. C'est grâce à pas mort. Non, mais on ne faisait pas mort. C'est comme nous, tout ça qui nous est pas bon. Et comme il faut ça en tête à ces petits nous là, alors il y a dans, mais à ces petits nous là, il va dire tout ça n'est pas bon. Il va regarder Vitaneg, il va regarder Internet, il va regarder Zappé, il va dans trip, il mettez encore dans bitin pour déstabiliser nous. Il n'y a plus de vie de famille, les familles ne s'aiment pas, les sœurs et frères ne s'entendent pas. Pas rien qui va chier en boîte. Si on me dit ça, mon nom va dire mais tout bite va bien, venez ben moi. Mais c'est Guadeloupe ou c'est le monde? Parce que ça, au cas où la le monde est mauvais, le monde est vaste. Le monde est plein de problèmes. Le regarder en Libye, ça a passé, les gens qui ont vendu nègres, les gens qui ont tué nègres. Le regarder en Afrique, tout ça, problème qui n'y. Ce sont des pays qui sont riches, c'est des premiers, c'est les berceaux de l'humanité. Et on voit ces gens qui ont mort faim.
Et qui moun ka profiter, à qui va ça? Pour on va au supermarché ici, on ne peut pas commander une marchandise directement à la maison, mais on fournit des intermédiaires. Quels sont les intermédiaires? C'est là qui gagne l'argent, nous, là, après l'esclavage, là. C'est là qui a fait un nous, là. On ne peut pas aimer les gens qui font moi, j'ai accepté ça. À part de langue pour mais il faut Guadeloupe mettre en tête à eux, assez parler, assez plairer, et prenons nos armes et savoir. Et quand je dis nos armes, qui veut dire notre intelligence. On y a fait des coups de calalambi, on y a fait tout ça. Si tu n'as à faire, c'est pour voilà, bien, petite interruption technique. Je vous rappelle que nous sommes en direct aussi du tribunal de Pointe-à-Pitre où se déroule aujourd'hui le procès d'Omota. Nous avons eu un tout petit incident technique. Ça y est, le micro de M. Robillard est réglé. On va pouvoir l'entendre comme il faut. Alors, je vous posais la question, comment vous êtes entré dans l'œuvre de Glissant? Presque par hasard, j'ai envie de dire. Ah bon? J'étais étudiant à Fouillol, oui. J'étudiais les mathématiques. Et comme les chiffres m'intéressaient bien, mais pas suffisamment, j'avais décidé, lorsque j'avais du temps libre, d'aller explorer le fonds de la littérature caribéenne de la BU, qui est un très très beau fonds. C'est vrai, je confirme. Que j'ai découvert le nom d'Édouard Glissant, dont on ne m'avait jamais parlé à l'époque, et évidemment son œuvre. J'ai été absolument submergé par ses propositions, donc je me suis mis à dévorer son œuvre. Pas seulement celle de Glissant, celle de Chamoiseau, celle de Confiance, celle de Condé, celle de Césaire, etc. Ernest Pépin, Daniel. Alors, vous avez quitté les mathématiques pour tomber dans la littérature, visiblement. C'est un petit peu ça. Je pense que j'avais besoin d'équilibrer avec de la littérature. Oui. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire un documentaire sur la pensée de Glissant et d'aller à sa rencontre. Alors, comment on traduit le tout monde dans la littérature, au cinéma? Parce que c'est un concept qui est tellement particulier à Glissant. Mais c'est une question extrêmement pertinente et très difficile à la fois. Comment traduire le tout le monde au niveau audiovisuel? Oui. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été l'un des grands enjeux de ce documentaire, ça a été de mettre des images sur de la pensée. Oui. Comment mettre des images sur la relation, mettre des images sur la créolisation, mettre des images sur sa lutte contre l'universel, sur l'opacité. J'ai travaillé à approcher au mieux ces différentes notions par des images. Et Glissant, quand vous l'avez rencontré, j'imagine, le son vivant, quand vous l'avez rencontré, comment il sentait votre approche? Parce que, bon, Glissant était quelqu'un de particulier. Hein. Oui, et puis très sollicité. Oui, aussi. Donc, à un moment donné, on est face à des personnalités qui refusent beaucoup de contacts parce qu'elles sont constamment sollicitées par un ensemble de personnes. Alors, j'ai commencé par écrire une très longue lettre à Glissant. D'accord. Je lui ai écrit une lettre d'une 20aine de pages, quelque chose d'un peu fou, que j'ai été lui remettre en main propre. Une vraie nouvelle? Oui, quasiment, effectivement, une nouvelle. Et je pense que ça a décidé de la relation à suivre. Alors, le premier contact n'a pas été, déterminant. Je suis retourné le voir une seconde fois, puis une troisième fois. Vous le voyez où, en Martinique ou en France, ou à l'époque aux États-Unis? Alors, à l'époque, j'étais à Paris. D'ailleurs, j'y suis toujours basé. Et c'est une époque où Glissant était très souvent à Paris. Il commençait à arrêter ses cours à CUNY, à New York. Et donc, c'est lors de manifestations à Paris que je l'ai rencontré. D'accord. Et ce film qui a eu son parcours, aujourd'hui, semble-t-il, est devenu une référence sur Glissant. Disons que c'est l'un des documentaires qui ont été faits sur sa pensée. Oui, aux côtés de documentaires de Mantia Diawara, il y a eu un autre, de Mathieu Glissant, l'un des fils d'Édouard Glissant. Donc oui, c'est l'un des documentaires, effectivement. Alors, l'autre question, et là, on est à l'envers. Qu'est-ce que Glissant vous a permis de comprendre de nos sociétés antillo-guyanaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Son œuvre, qui est une œuvre, je le disais, fondamentale sur le décryptage de nos sociétés, pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis né et j'ai grandi en Guadeloupe. Oui. Et donc, tout le monde ne connaît pas Glissant, même né en Guadeloupe, hein, je vous assure. Oui, mais alors ça regarde les gens. Oui. Mais en l'occurrence, étant né et ayant grandi en Guadeloupe, j'ai été animé par un ensemble de questions. Tout à fait. Et en particulier la réalité socioculturelle des Antilles, avec toutes ces souches, comme dit Glissant, à la fois africaines, européennes, amérindiennes, indiennes, etc. Et j'avais besoin de trouver des outils ou des formes pour véritablement penser et me représenter tout cela. Et ma rencontre avec l'œuvre de Glissant m'a apporté des outils à travers la créolisation, à travers la relation, à travers la connexion avec les autres présences au monde
dans le concept ou la notion, on va dire, de tout le monde. Et tous ces outils m'ont vraiment permis de mieux appréhender des choses que je devinais, que j'approchais, mais de manière, disons, un peu plus floue et moins pointilleuse que ce que Glissant a fait, bien entendu. Et en particulier, comme vous le dites, le discours antillais est, je trouve, une œuvre absolument colossale. Magistral. Et qui je ne sais pas si on fera mieux dans le genre, je ne sais pas. Alors bon, ça... Je lis la littérature antillaise comme vous, et bon, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses, mais enfin, ça, c'était une œuvre magistrale. Alors, autre chose, puisque vous êtes au MAC, vous avez dû voir cette exposition Glissant Gabriel Garcia Marquez. Est-ce que vous avez trouvé le lien? Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas encore vu. Ah, vous ne l'avez pas encore vu? Non, je ne l'ai pas encore vu. Je le découvrirai demain matin. Demain matin, oui. Voilà. Puisque dans le cadre donc, de cette exposition, il y a des propositions d'activités et j'animerai des ateliers pédagogiques sur l'œuvre de Glissant, le lien entre l'œuvre de Glissant et le cinéma antillais. Et donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir cette exposition. Alors, vous la verrez, vous avez lu du Garcia Marquez, non? Pas oui, encore. Bien sûr, à 100 ans de solitude. Vous trouverez le lien, ça c'est sûr. Alors, autre chose, c'est l'autre Glissant. Est-ce que vous connaissez l'autre Glissant, le réalisateur? Gabi. Ah, oui, je le connais, oui. Vous avez vu son film, La Machette et le Marteau? Oui, j'ai réussi à accéder à une copie. Ah, vous avez pu voir ce film? Oui, tout à fait. Alors, ça fait partie des films très difficiles d'accès. C'est un film culte qu'on ne trouve plus. Alors, je ne sais pas, c'est un film que personnellement, je n'ai pas vu depuis une quinzaine d'années. Il circule toujours, ce film? À ma connaissance, non. Non? Non, c'est l'un des films auxquels j'ai eu accès dans le cadre de ma recherche de support vidéo des films du cinéma antillais pour mener à bien ma recherche doctorale sur le cinéma antillais. Donc j'ai eu accès à un support directement par la fille ou l'une des filles de Gabi Glissant. D'accord. Alors, on va revenir sur un petit peu ce que vous allez faire ces jours prochains avec les jeunes. Quel va être l'agenda, si je peux parler comme ça? Alors, l'agenda est le suivant. J'animerai des ateliers pédagogiques avec des options cinéma de lycée et les BTS. BTS de Pointe-Noire, bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc demain, il y aura un premier atelier pédagogique avec les options cinéma du lycée de Sainte-Rose. Et la seconde partie de cet atelier se finira mardi matin. Et entre-temps, le lundi, donc lundi 19 mars, j'animerai dans la journée en continu le même atelier, donc sur un petit peu plus de 7 heures d'atelier, ce qui va faire une journée assez dense. Ce même atelier pédagogique pour les BTS et des options cinéma. Ce sont des ateliers d'écriture ou de réalisation? Alors, d'écriture. Parce que dans le cadre de l'exposition, j'ai proposé des ateliers qui font le lien entre l'œuvre d'Édouard Glissant et la production cinématographique. Donc on va partir sur un travail d'adaptation d'un court extrait de quelques pages d'un roman de Glissant. Ah, uniquement à partir, c'est-à-dire que les étudiants de BTS auront travaillé sur l'œuvre de Glissant et comment l'adapter au cinéma? Voilà, dans les grandes lignes, c'est cela. Alors qu'est-ce que vous avez choisi comme œuvre? La Lézarde, La Case du Commandeur, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors j'ai été vers le roman de Glissant pour lequel j'ai une affection particulière. Je les aime tous, mais celui-ci a une place toute particulière pour moi, c'est le 4e siècle. Le 4e siècle, ah oui, bien sûr, oui. Incontournable. Et donc ce sont des extraits de ce roman qui vont essayer d'être adaptés par ces jeunes. Mais ça aura une réalisation ou c'est juste une adaptation théorique? Alors pour les options cinéma-lycée, c'est une adaptation théorique, c'est un travail d'écriture, d'initiation à l'écriture du scénario. Initiation parce qu'on ne peut pas en 7 heures ou 8 heures apprendre l'écriture du scénario, même pour un format court. Pour les BTS, il y aurait une possibilité de prendre ce travail et d'aller vers la réalisation d'un court-métrage l'année prochaine. Je dis bien possibilité. Il faut que toutes ces choses-là se mettent en place et qu'on voit dans quelle mesure on peut aller au bout de ce projet. Je ne peux pas ne pas vous poser la question, puisque vous êtes Guadeloupéen en Guadeloupe. Il y a ici, vous le savez, un certain nombre de festivals de cinéma. Oui. Il y en a trop, à votre avis? Non. Non? Non, je ne pense pas qu'il y ait trop de festivals de cinéma. Je pense d'ailleurs que c'est une très belle chose qu'il y ait une diversification de l'offre et qu'il y aurait une grande intelligence de la part de tout le monde de définir un axe, une forme de ligne éditoriale et de se compléter plutôt que de partir vers une réduction d'une offre qui finalement s'est enrichie ces dernières années. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait le FEMI, je trouve qu'il
c'est très bien qu'il y ait le Festival Nouveau Regard qui a pris un axe précis. Je pense que le Festival des droits de l'homme est aussi un très bel événement, etc. Donc moi je suis pour maintenir une certaine diversité et j'ai envie de dire plus que jamais, tous se mettre en réseau dans une action culturelle collective. Alors l'autre question connexe, on la posait il y a quelques années, on n'avait pas toujours de réponse. Aujourd'hui, quand je la pose à certains réalisateurs, il y a une réponse, je saurai la vôtre. Ce cinéma guadeloupéen est en train de naître finalement? Il est déjà né. Il est né. Il est né. Oui. Le travail de recherche universitaire que je fais sur le cinéma antillais tend à prouver qu'il y a déjà un cinéma depuis antillais. Christian Lara. Absolument. Oui, bien sûr. De Christian Lara, de Benjamin Jules Rosette, Julius Amédée Laou, évidemment Eusanne Palsy, Guy Deslauriers, Lucien Jean-Baptiste. Et puis il y a des jeunes réalisateurs aussi qui... Des jeunes qui sont arrivés entre-temps, absolument. Julien Dalle, Damien Jeanlaine, etc. Enfin, il y en a quelques-uns, bien sûr. Guillaume Robillard, il ne faut pas l'oublier. Oui, alors moi je suis du côté du documentaire, je me concentre sur l'étude des œuvres de fiction. Le documentaire est important. Dans nos pays, les documentaires ont une importance capitale. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a encore, c'est un champ pratiquement inexploré et il y a plein de choses à dire qui n'ont pas encore été documentées, si je peux parler comme ça. Donc, on le voit, hein, si on prend même l'histoire du pays, mai 67, il y a eu une d'autres choses qui sont faites, mais il y a encore plein de choses à faire. Et il n'y a aucune fiction qui a été faite sur ces événements de 67. C'est vous dire qu'il y a tout un champ électoral. En tout cas, on vous remercie, M. Guillaume Robillard, d'être venu. Je vous remercie. On suivra avec intérêt les travaux de ces jeunes de BTS. On espère peut-être, en fin de parcours, ce serait possible venir avec le meilleur scénario écrit et venir avec un jeune nous raconter ça. Mais avec grand plaisir. Ce sera un plaisir pour nous aussi. Il est pratiquement 12h56. On va prendre notre première pause publicitaire, puis on va se retrouver tout à l'heure pour le développement du journal. Merci encore d'être avec nous. Merci à vous. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'associe mes collègues. 15. Voilà, c'est parti pour cette deuxième partie du ZCL. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Nathalie Diane, journaliste, rédactrice en chef adjointe de France Antilles. Nous allons recevoir tout à l'heure Nicole Véripla et Daniel Locatin pour parler de cet hommage au Père Céleste. Mais avant, nous allons revenir sur l'actualité. L'actualité, c'est le CHU, bien sûr. Rien n'a changé. Depuis 2 jours, on parle de 4 jours, on parle de relocalisation. D'ailleurs, c'est la une de France Antilles, comme malheureusement, que nous ne verrons pas aujourd'hui avec Nathalie, mais Nathalie va nous en parler tout à l'heure. Et on va revenir sur cette intervention de Justine Bénin. C'était à l'Assemblée nationale française et c'était bien sûr devant la caméra de Maurice. C'est tout de suite reportage. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'associe mes collègues de la Guadeloupe à ma question qui s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Le 28 novembre dernier, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre subissait un violent incendie. Cet événement tragique et sans précédent en France aura nécessité l'évacuation de 1200 personnes, dont près de 700 patients. Et je tiens ici à saluer l'extrême professionnalisme et le sang-froid dont ont su faire preuve l'ensemble du personnel du CHU, les sapeurs-pompiers, mais aussi la solidarité des autres établissements de santé, privés comme publics. Madame la ministre, votre arrivée en Guadeloupe et votre présence au CHU quelques heures après la catastrophe a également été appréciée par l'ensemble de ces acteurs et par la population. Néanmoins, mes chers collègues, 3 mois après, sur place, la tension monte, ajoutant à cette crise sanitaire inédite une crise de confiance. Un collectif de défense du CHU s'est mis en place. Certains professionnels de santé exercent leur droit de retrait et la population exprime des doutes légitimes sur l'effectivité de l'offre de soins suite à cette tragédie. Des mesures concrètes qui ne sauraient souffrir d'aucune considération financière doivent être prises. Pouvez-vous aujourd'hui, Madame la ministre, rassurer la Guadeloupe et les Guadeloupéens en nous présentant les décisions que le gouvernement entend prendre pour maintenir les soins critiques en Guadeloupe, préserver le caractère universitaire de notre centre hospitalier, conserver l'ensemble de ses spécialités et finalement remettre en état de marche le CHU de Pointe-à-Pitre afin de garantir une offre de soins de qualité
en Guadeloupe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Justine Bénin, nous avons une double préoccupation aujourd'hui pour le CHU de la Guadeloupe. La première, c'est la sécurité sanitaire des professionnels de santé et des malades qui séjournent aujourd'hui dans le CHU. Et la deuxième, c'est un souci d'accès aux soins adaptés et suffisants, notamment dans le champ des soins critiques en Guadeloupe. Nous mettons tout en œuvre pour être certains qu'il n'y a pas de risque sanitaire grave qui pourrait avoir des conséquences sur la santé des personnes qui y séjournent. Les conditions actuelles de travail au CHU de la Guadeloupe ne sont certes pas optimales, mais le capital santé des personnes n'est en l'état actuel pas touché. De nouvelles expertises sont prévues la semaine prochaine par l'ARS pour valider ou non les résultats des analyses précédentes qui n'avaient pas observé d'anomalies. De plus, des contre-mesures pour éviter les désagréments actuels sont mises en place, comme le confinement de certaines parties du CHU ou le maintien de l'ouverture des fenêtres et issues pour la circulation de l'air. Sachez que nous ne ferons pas prendre de risques aux personnes en cas de risque de développement de pathologies autres que des symptômes passagers dus au confinement ou à des irritations. Si nous devions évacuer le CHU, il y aurait en contrepartie un risque pour l'accès aux soins critiques de la population. Il y aurait un véritable danger de perte de chance. Ainsi, à ce stade, nous avons décidé de nettoyer le CHU par tranches. Pour cela, nous allons délocaliser certaines activités vers les établissements partenaires. Cela permettra de réorganiser les activités restantes en fonction des zones à nettoyer. Et cette solution permettra de conserver le plateau technique de soins critiques au sein du CHU pour le meilleur accès aux soins de la population. Voilà la ministre de la Santé qui se réveille un peu près de 2 mois et demi après cet incendie du CHU, après beaucoup d'allées et de venues. Nathalie Dinan, c'est la une de votre journal aujourd'hui. Un commentaire sur ce que dit la ministre? Écoutez, justement, nous avons suivi cette affaire. Je trouve que bon, c'est vraiment le feuilleton depuis 2 mois et demi. Et un jour, il y a une délocalisation partielle qui est décidée. Un autre jour, c'est une délocalisation totale. Le collectif, la direction, la ministre de la Santé, la ministre de l'Outre-mer, enfin, tout le monde n'est pas très en accord. Il y a l'ARS qui est arrivée aussi. Et là, l'ARS est arrivée aujourd'hui, donne une conférence de presse apparemment très agitée. Le collectif a décidé quand même de faire une entrée dans cette conférence de presse. Donc, nous aurons les résultats ce soir. Mais l'histoire du CHU, j'ai envie de vous dire que quand il a été complètement vide, c'est à ce moment-là qu'il fallait prendre une décision. Mais les lenteurs administratives font qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Oui, on n'est pas prêt de sortir de cette situation. Alors, Nathalie Dinan, je vous ai invité, parce que nous sommes dans la semaine de la presse, j'invite régulièrement à la fois des journalistes et des communicants. Hier, un journaliste était invité, Ipavine. Bon, c'est pas grave, on va l'oublier. Aujourd'hui, vous êtes là parce qu'il y a des jeunes qui veulent entrer dans cette profession, parce qu'on ne trouve pas suffisamment de Guadeloupéens dans le métier de journaliste. Et donc, ils se demandent, premièrement, je pose la question, est-ce que c'est un métier difficile? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il est difficile. En tout cas, il demande beaucoup. Il demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. Et surtout, il faut aimer les gens pour faire ce métier. Oui. Donc, si on n'a pas ces qualités, et si on n'est pas un peu foufou gongon, on n'est pas curieux. Oui. Curieux en français ou en créole? Eh bien, les deux. Je dis souvent que je suis maquerelle avec une carte professionnelle. D'accord. Alors, ça, c'était la première question pour essayer de planter le décor. Je vous ai invité aussi parce que vous avez plusieurs expériences. Vous avez été à la télévision, vous avez été à plusieurs télévisions. Vous êtes même peut-être la journaliste qui est passée dans le plus de médias télévisuels possible. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas compter sur moi ou parce que j'étais Non, je n'ai pas posé la question. Alors, qu'est-ce qui est mieux, être dans la presse écrite ou dans la presse audiovisuelle? Aujourd'hui, c'est en fonction du caractère de la personne aussi et puis de ce qu'elle aime. Mais aujourd'hui, pour être passé en radio, en télé et en presse écrite, je crois que c'est la presse écrite que je préfère. Parce qu'on a le temps et on peut dire plus de choses. En radio, on a des formats comme en télé d'une minute 30. Là, vous n'avez pas une minute, je vous laisse vous exprimer. Oui, mais tout à fait. Mais si vous voulez faire, si vous faites un sujet sur le CHU en radio ou en télé, il n'est pas interminable. Nous, on peut faire 2 pages et le lecteur a tout le temps de le lire. Donc, il peut commencer à le lire le matin, lire une partie à midi et revenir le soir dessus. On pourra donner plus de détails. Il y a aussi le format télé et radio ne permet pas de mettre des chiffres parce que ça remplit la tête des gens et puis on est un peu perdu. Alors que quand c'est à l'écrit, on peut le faire.
Donc vraiment, ma préférence va aujourd'hui, avec mon expérience et mon parcours, à la presse écrite. Et à France Antilles, singulièrement. Ça, c'est évident. Alors, France Antilles, on va en parler. De l'expérience télévisuelle des télévisions, parce que vous êtes passé à Éclair, vous êtes passé à La Une, à GTV, non? Non, je n'étais pas à GTV, mais un peu à RFO à l'époque. RFO avant, et puis à TV. Qu'est-ce que vous... globalement, ces expériences télévisuelles, qu'est-ce que ça vous a apporté et comment vous les appréciez aujourd'hui? Qu'est-ce que votre sentiment? Ben, ça m'a apporté une autre formation, hein, parce qu'en télé, j'ai appris à regarder les images autrement, à écrire mon commentaire en fonction des images que j'avais, mais surtout une expérience, une formation en matière de filmer, de monter un sujet, de monter des titres, d'être chef d'édition, donc d'être en relation avec le présentateur du journal, particulièrement à TV, et donc de faire aussi cette partie. Donc c'est cette expérience supplémentaire que ça m'a apporté. La presse écrite m'a aidé à mieux écrire en télévision, j'avoue. Oui, donc, c'est pas le contraire. D'accord. Alors, beaucoup de jeunes qui veulent entrer dans cette profession disent, ah oui, c'est un métier où on voyage beaucoup, on voit beaucoup de gens, on va partout, on va au cinéma, on va au match de foot, enfin bref. Pour eux, le journaliste, c'est un petit peu l'homme qui bénéficie, entre guillemets, qui travaille en s'amusant, on va dire. Ah, oui, c'est un peu cette image. C'est un peu cette image que les gens de l'extérieur ont. Souvent, mes amis, hein, ils me disent, oh là là, c'est vraiment un métier qui te va bien parce que tu aimes driver. Ouais. Mais on ne drive pas au départ. Donc, il faut d'abord apprendre, il faut avoir un réseau, il faut vraiment beaucoup batailler, être sur le terrain, être dans la proximité, aller vers les gens avant de bénéficier, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, de ces avantages. Parce que, oui, vous pouvez voyager, mais vous pouvez partir en Haïti après le séisme, être en terrain de crise, sac à dos, et que ce ne soit pas très agréable. Oui, vous pouvez aller couvrir le festival du crop over à la Barbade, oui. Mais vous pouvez aussi partir dans des conditions difficiles pour couvrir des crises, de la famine, des séismes ou des catastrophes naturelles. Donc, oui, les jeunes, ils voient un peu... Ils idéalisent, mais parce qu'ils regardent surtout la télé. Oui. Donc, ils voient un présentateur, ils voient un envoyé spécial en direct de, je ne sais pas, de là, on sera en direct de Bogota tout à l'heure. Harold sera en direct du tribunal tout à l'heure. Ah ben voilà. Ouais. Mais là, des fois, c'est des conditions difficiles. On peut vous bousculer. On peut ne pas être d'accord avec ce que vous avez écrit ou ce que vous avez dit à la radio ou à la télé. Donc, non, ce n'est pas un métier quand même sans risque, j'ai envie de vous dire. Alors, autre aspect de ce métier, c'est ce qu'on appelle en Guadeloupe le journalisme de proximité. Alors ici, on est vraiment en proximité parce que quand vous écrivez quelque chose, vous dites quelque chose sur quelqu'un, on a une chance sur deux de rencontrer cette personne dans la rue et qu'elle tombe en rien. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, plus difficile encore parce qu'on dit que les écrits restent. Oui. Quand c'est en radio et que la personne n'a pas entendu, c'est une tierce personne qui vient lui dire « Pour entendre parler de à la radio, ou d'après moi, il nommé non. » Mais ça passe comme ça. Oui. Mais quand nous, on l'écrit, on est obligé de vérifier plus qu'un journaliste audiovisuel, mais alors 10 fois l'information qu'on va diffuser, particulièrement lorsqu'on couvre la correctionnelle, donc avec des prévenus oui. Ou alors des conflits sociaux. On a intérêt vraiment à vérifier nos informations, à les recouper et à écrire les bonnes informations. Donc souvent, j'entends les gens dire, encore un tout petit peu, hein, France mentie, non, c'est pas possible, parce que les gens ne rigolent plus avec nous. Là, si vous mentez dans le journal, si vous donnez de fausses informations, là, ça y est, les gens portent plainte. Ils osent, hein, ils écrivent à la direction, ils écrivent au procureur, ils portent plainte contre vous. Donc là, c'est plus possible. Alors, Nathalie, quand vous avez commencé le journalisme, il y a peut-être quoi, 15 ans maintenant, 20 ans 20 ans. 20 ans, oui, ça vous rajeunit. Je n'aime pas que vous dites ça. Oui, ça vous rajeunit, parce que bon, vous les faites encore aussi 20 ans. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ça. Qu'est-ce que ça a changé dans la fonction du journaliste, ce qu'on appelle globalement les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont été pour les journalistes une bonne chose, Twitter, Facebook, pour diffuser nos informations rapidement. Mais par contre, face à ça, nous assistons à, j'ai envie de vous dire, à une agression des citizen journalistes. Des gens qui se prennent pour des journalistes et qui font des photos des accidents ou de n'importe quelle catastrophe ou manifestation, qui, j'ai envie de vous dire vulgairement, qui la balancent sur les réseaux sociaux sans avoir vérifié ni les noms des personnes, ni si les protagonistes sont au courant ou les familles, par exemple, des accidentés ou des victimes des accidents sont au courant. Donc,
Les réseaux sociaux et puis aussi les rumeurs qui sont balancées sur les réseaux sociaux nous forcent, nous journalistes, à constamment nous justifier. Il y a une étude qui est sortie dans le journal Le Monde il y a quelques jours avec un sondage qui disait qu'aujourd'hui, la population a envie de refaire confiance aux journalistes parce qu'ils en ont marre des fake news. Oui. Ils en ont marre de tous ces trucs qui passent sur les réseaux sociaux. Et alors, voilà, fake news, il faut dire aux gens ce qu'on appelle fake news. Les fake news, les fausses informations, les rumeurs, voilà. Et là, aujourd'hui, 72% de la population veut revenir justement à l'information distillée et diffusée par les journalistes, parce que c'est la vraie information. Et aussi vérifiée. Et vérifiée, bien sûr. Oui. Alors, pour vous, vous utilisez quand même les réseaux sociaux? Bien sûr, je les utilise. J'ai envie de vous dire, ils sont incontournables. Ouais. On les utilise particulièrement, nous, à France Antilles, on est en presse écrite. Aujourd'hui, les choses vont vite. Oui. Donc, on a à côté de ça un Twitter, un Facebook et un site Internet pour relayer nos informations que nous avons dans le journal du jour, mais aussi dans le journal à venir. Donc déjà pour inciter les gens à acheter notre journal, souvent on met une information, on met juste quelques lignes d'une information qui va paraître le lendemain. Voilà, donc on est, bien sûr, ils sont incontournables ces réseaux sociaux. Alors, autre aspect de ce métier dont on parlait tout à l'heure, la proximité, c'est les politiques. Ils sont très proches de nous, on les voit tous les jours, on les entend. Et certains sont toujours à râler, ils ne sont jamais contents. Je ne vais pas parler de pression, mais quand on est journaliste, quels sont les rapports qu'on peut avoir avec le politique ou avec les politiques? Alors c'est sûr que quand on est jeune journaliste, on craint un peu, j'avoue. Hein. On reste un petit peu... on est craintif du monde économique et du monde politique. Au fur et à mesure qu'on prend un peu de bouteille, bien sûr, on est dans un petit pays. La présidente Josette Borrell-Lassertin va peut-être être ma voisine, ou alors son fils est allé à l'école avec moi. Enfin, vous voyez, on a déjà cette proximité. Mais je pense que si on diffuse une information qui est juste et correcte, on n'a pas à craindre des politiques. Parce qu'on est aussi là pour diffuser la voix de tout le monde. Donc du politique qui est dans son rôle, qui veut faire passer son message, mais aussi de la population qui est en attente et qui a une forte demande. Oui, de temps en temps, on a un peu cette pression des politiques, bien sûr, une pression téléphonique pour dire oui, j'ai lu ton article, je ne suis pas d'accord, tu aurais pu quand même parler de ci ou de ça parce qu'on a fait ci ou ça. Mais je ne suis pas le porte-micro des politiques. Ils ont des chargés de communication qui sont là avec justement les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est encore plus facile pour eux pour diffuser leur message. Donc nous, on n'est pas là pour diffuser le message qu'ils veulent, mais le message juste et que la population attend de nous. Alors, autre chose, puisqu'on en parlait, puisqu'on essaie d'évaluer un petit peu les contours de ce métier, on a parlé des réseaux sociaux, de la proximité avec l'information, mais il y a aussi aujourd'hui les communicants. J'invite, dans le cadre de cette émission, j'ai reçu 2 communicants, demain j'en recevrai une 3e, ce sont souvent des femmes, bon, il y a aussi des hommes. Est-ce que la communication aujourd'hui interfère dans le journalisme? Et comment? On essaye, elle n'interfère pas, le mot un peu fort, c'est-à-dire qu'elle peut accompagner le travail du journaliste. Elle est force de proposition. Certains communicants sont assez agressifs, mais gentiment, hein, dans leur façon de faire. Ils vous appellent et puis ils vous disent oui, au fait, je te propose vraiment une interview de mon secrétaire général qui est de passage. Il est là que pour 2 jours, je te donne l'exclusivité. Voilà. Donc le discours peut être incitatif, mais je pense que c'est à nous aussi, journalistes, de faire la part des choses. Et puis, en fonction de nos besoins, voilà, de choisir l'angle de notre papier. Et moi, si par exemple, on me propose le président Harry Chalus alors que je vais faire l'inauguration d'une gendarmerie, je dis non, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'une interview d'Harry Chalus. Voilà, c'est aussi à nous imposer, à dire que non. Là, ça ne rentre pas dans le cadre de mon reportage. Alors, est-ce que ce sont davantage les politiques qui interviennent ou les responsables de communication ou les DIOCAB qui décrochent leur téléphone? Eh ben c'est comme une chaîne. C'est-à-dire que peut-être que le président a suggéré au directeur de cabinet de suggérer au directeur de la communication de venir inciter les journalistes, alors que le président, par exemple, je donne un exemple, Harry Chalus, hein, il va être là, non, il ne sait même pas quelle information il a besoin de diffuser.
Mais quelque part, le directeur de cabinet va inciter le directeur de la communication à quand nous ils sont appeler. Pas confondus, quand ils sont confondus. Oui, bah, bien sûr, à nous inciter voilà, à choisir tel ou tel angle. Alors, il y a quelques semaines, votre journal France Antilles a sorti ce qu'on peut appeler un scoop, puisque vous avez, entre guillemets, déterré une vieille affaire, l'affaire Sobeso. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un scoop pour les gens qui ne savent pas? Alors, un scoop, bon, dans un petit pays, c'est un grand mot, mais c'est une information qui est exclusive. À un journal ou à un journaliste? À un journaliste ou à un journal, tout à fait. Ou à une radio, à un média. Cette affaire Sobeso, c'est vrai que c'est moi qui l'ai ressortie, mais comme je vous disais, on est dans un petit pays. J'étais adolescente quand cette affaire a eu lieu, donc automatiquement il y avait 9 enfants de cette famille, donc il y en avait un qui était toujours à l'école avec vous ou en proximité avec quelqu'un qui était à l'école avec vous. Oui. Donc quand j'ai su par une amie que Sobeso avait fait une demande de mise en liberté. Donc, une des sœurs de Francine, Francine Régent-Talbot, qui a été assassinée, m'a contactée. Et là, je lui ai dit, écoute, on peut faire ça, on peut sortir les archives et ressortir l'affaire. Mais par contre, je lui ai dit, à ce moment-là, je veux garder l'exclusivité. Donc, je sors 2 pages dans le journal, mais je veux l'exclusivité de ce reportage et de ton interview. Et ça s'appelle un scoop. Et ça s'appelle un scoop. Et ça s'est bien vendu. Oui. Alors, autre chose, vous avez connu 2 époques de France Antilles, avant et après. Vous êtes revenu, France Antilles a eu quelques difficultés au niveau financier, le journal ne se vendait pas, on avait même parlé d'un mouvement de liquidation, etc., etc. Vous êtes revenu à France Antilles. Quelle différence il y a entre le France Antilles d'avant et celui d'aujourd'hui, où vous êtes rédactrice en chef? Avant, vous étiez journaliste et là, vous êtes rédactrice en chef adjointe. Oh, avoir des responsabilités, c'est terrible, parce qu'on est un peu au cœur des difficultés. Mais avant, le journal, était ce qu'il était, mais de toute façon, était toujours proche des gens et essayait de donner la parole à tout le monde. Il y a eu ces difficultés, les gens nous ont réclamé plus de proximité. Là, le fait de revenir à France Antilles, il faut que constamment, je pense à ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est facile, enfin j'ai envie de vous dire, c'est facile, entre guillemets, d'être proche des gens. Il est plus facile d'aller à leur rencontre. La nouvelle direction de France Antilles est pour cette proximité, même, je dirais, est pour une proximité à outrance. Oui. Donc, c'est la ligne éditoriale désormais. C'est la ligne éditoriale désormais du journal. Donc, toutes les manifestations qui concernent les Guadeloupéens doivent être reflétées dans le seul quotidien, justement, de la Guadeloupe. Donc, je n'ai pas envie de vous dire que c'est plus facile, que c'est mieux maintenant, ou alors que c'était mieux avant. Non, c'est un travail, on ne peut pas encore faire le bilan de ça. Là, ça fait qu'un an et demi que France Antilles a été racheté. Là, ça fait 2 mois, 3 mois que je suis arrivée. Donc, on essaye au fur et à mesure de travailler pour justement changer l'image de France Antilles et que la Guadeloupe se voit dans le journal. Alors, justement, c'est la dernière question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, autrefois, je me souviens dans les années 70-75, France Antilles, c'était France Menti. Alors, cette image qui était lourde à porter, aujourd'hui, comment on arrive à remodeler l'image du journal? On y arrive parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de journalistes pour faire ce journal. Avant, dans les années 70, il paraissait 3 fois par semaine, il était imprimé ailleurs. Donc, le temps de changer l'information, donc ils n'avaient peut-être pas toutes les informations pour avoir une information juste, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, si on ne sort pas une information juste, tout de suite, on va nous attaquer au tribunal pour diffamation, pour fausse information. Donc, cette histoire de France Menti, c'est plus possible. C'est fini. Non, c'est fini. Eh bien, c'est fini aussi pour vous, Nathalie Dinal. Merci d'être venue. Il est 13h23. On va rapidement faire un deuxième sujet d'actualité. Et là, on va revenir sur le PPI. Vous savez ce que c'est que le PPI? Le plan pluriannuel d'investissement qui a été présenté hier soir à la... Hier soir, c'est un véritable show. Le World Trade Center était, comme on dit en créole, barreau, plein à craquer. On ne pouvait même pas y entrer. Même pour les journalistes, c'était difficile de faire son boulot. En tout cas, Henri Chalus avait invité les socioprofessionnels, les chefs d'entreprise, bien sûr les médias et aussi tout son appareil politique. Et c'était donc l'occasion d'annoncer que la région allait mettre sous le tapis, on va le dire, pour les 2 ans qui viennent, c'est-à-dire juste avant l'élection, 760 millions d'euros
en fonctionnement. Alors, fonctionnement, pouvoir permettre aux entreprises de soumissionner, d'entrer dans des marchés. Alors, il y a eu bien sûr des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec l'analyse présentée à la fois par Richalus et par M. Guy Losbach, qui a fait un petit bilan financier. On va écouter tout de suite le reportage de Kevin. En fait, aujourd'hui, nous présentons un PPI sur 3 ans. Et comme on l'a dit, c'est 720 millions de manière directe que nous allons injecter dans l'économie, mais tout en sachant qu'il y a des effets de levier, puisque lorsque nous accompagnons une collectivité, par exemple, nous accompagnons le port sur un montant de 200 millions qui s'ajoute aux 700 millions. Lorsqu'on accompagne l'aéroport, c'est 30 millions, c'est 20 millions que nous participons, mais c'est un investissement de 50 millions. Tous ces éléments doivent pouvoir contribuer à améliorer les conditions économiques et créer l'activité sur le territoire. Donc ce sont les entreprises de toutes les communes, des 32 communes qui vont pouvoir en profiter. Et comme vous avez pu le voir aussi, ce sont des infrastructures sur l'ensemble des communes. Et d'ailleurs, notre objectif, c'est de faire un rééquilibrage. C'est pourquoi il y a des investissements comme l'hippodrome, comme vous avez pu voir, comme les déchetteries dans le sud Basse-Terre, comme l'aménagement des 22 plages au niveau de la Guadeloupe. Donc, je suis convaincu que l'ensemble des communes vont pouvoir s'y retrouver dans le cadre de ce PPI. Mais quand on entend un tel montant d'investissement, ça peut que satisfaire un chef d'entreprise. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est dans la structuration des entreprises. Est-ce que nos entreprises seront tous en capacité de répondre et de bénéficier de cette offre de services? Le directeur Yakou l'a dit, les communes qui grèvent le fonds de roulement de nos entreprises mettent en difficulté nos entreprises. Donc ce qui fait que nos entreprises ne seront peut-être pas en capacité d'aller bénéficier de cette manne financière que met à disposition la collectivité régionale. Ceci dit, c'est une très bonne chose et je crois qu'aujourd'hui que la Guadeloupe prend un tournant économique qui est essentiel. Nous-mêmes FTPE, s'agissant des 1 million de tourisme prédit dans le défi du président Jalus, nous avons commencé à intéresser nos chefs d'entreprise pour pouvoir se réorienter dans la création de petits villages hôteliers, particulièrement dans le Nord Basse-Terre, pour qu'ils puissent répondre à ce besoin de développement touristique de la Guadeloupe. Déjà, c'est une bonne chose que le président de la région puisse présenter son plan d'investissement, mais c'est vrai que ça a été l'occasion aussi d'alerter de la situation des entreprises actuellement en Guadeloupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans le plan d'investissement, mais aujourd'hui, les entreprises aimeraient bien qu'on puisse lancer ces opérations et que nous puissions travailler. Et quand nous travaillons aujourd'hui, qu'on soit payé en temps et en heure. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas spécialement de la région, mais nous avons des collectivités qui nous devons de l'argent et sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, les entreprises sont au bord du dépôt de bilan. Quand ce n'est pas la sécurité sociale ou bien les services fiscaux qui les font déposer le bilan, aujourd'hui, la situation est grave. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets dans le plan d'investissement, mais ce que je veux alerter le président sur son plan d'investissement, il faut que ces opérations puissent sortir le plus rapidement possible. Parce que quand on entend certains élus qui vous disent qu'il faudra attendre le 2e semestre pour qu'on puisse lancer des appels d'offres ou la maîtrise d'œuvre, ça veut dire que nos entreprises ne pourront pas travailler avant 2019. Voilà, c'était donc reportage sur ce plan pluriannuel de développement financier qu'a présenté hier à Richalus. Je vous l'ai dit, tout le monde est d'accord qu'on va mettre 700 millions sur la table, mais les chefs d'entreprise sont un petit peu sceptiques, se posent la question, est-ce que, d'ailleurs c'est ce que disait M. Gadarkan tout à l'heure, est-ce que d'ici 2 ans, les entreprises guadeloupéennes existeront-elles encore, vu les difficultés qu'elles ont à se faire payer par les collectivités, aussi bien la région que d'autres collectivités, des mairies. D'ailleurs, tous les maires étaient là devant, dans le parterre, hier soir, au retrait du centre. Voilà, il est 13h pratiquement, 13h29 déjà. On va prendre une deuxième pause publicitaire et on va se retrouver tout à l'heure avec Nicole Véripla et Daniel Locatin pour parler de l'hommage au Père Céleste. Et tout de suite après, ce sera Muriel Jean-Jacques pour sa chronique de coaching. A tout de suite.
Voilà, retour donc sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir Nicole Véripla et Daniel Locatin. Bonjour. Bonjour. Ils sont venus pour parler de cet hommage au père Chérubin Céleste, père Chérubin Céleste qui est décédé il y a quelque temps. C'était, il faut le dire, un prêtre engagé, c'était un combattant. Il a beaucoup aidé la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Tout le monde se souvient de cette longue grève de 71 où il a mis sa vie en danger en organisant une grève de la faim qui avait mobilisé les Guadeloupéens. Et puis plus tard, Père Céleste aussi a été ce qu'on dit un apôtre de la théologie de la libération, puisqu'il était en Guadeloupe l'un des prêtres les plus engagés dans le combat pour l'identité, puisque c'est grâce à lui que le créole et le gouka sont entrés à l'église en Guadeloupe. Père Céleste laisse un héritage, je ne sais pas, je vais poser à nos deux invités la question, est-ce que son héritage a été repris par l'église catholique en Guadeloupe? Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que l'héritage est repris par l'église catholique? Oui, difficilement. Mais on ne peut pas dire que par rapport à travail que j'ai fait, pas ni un changement, une évolution, une progression qui fait dans l'église en Guadeloupe. Bien que depuis quelques temps, s'il n'y a vie en moi personnellement, il y a des petits problèmes, mais pour moi, on ne peut pas dire que Chérubin Céleste, ça il fait en dit dans l'église là, pas porter fruitage aujourd'hui là. Ça c'était pour l'église. Oui. Deuxième bulletin pour les Guadeloupéens. Nous, dès qu'il a, encore que nous pouvons dire que nous sommes produits à Chérubin. Nous sommes résultats à travail Chérubin fait pour jeunesse à pays là, pour nom Guadeloupéens. Alors, il faut dire ça pour les gens savent que Père Chérubin Céleste, il travaille en l'eau avec ça, à l'époque, les MRJC, mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et avec les JOC. Est-ce que ces mouvements-là, ça, il y a aussi Doubout qui entend à Père Céleste? Non. On a pensé que quand le mouvement en Guadeloupe, le mouvement qui était Doubout dans les années 70, 80 et autres, les mouvements chrétiens, effectivement, nous ne pouvons pas dire qu'il y a aussi fort qu'il y a une période là ça. Mais ça nous peut dire c'est que MRJC, là où nous sortis mouvement rural de la jeunesse chrétienne, c'est Chérubin Céleste qui crée le mouvement là ça. D'avoir là où il est rentré en Guadeloupe, parce qu'avant il était en France, là il est rentré en Guadeloupe, il rendu compte de la situation là, et il voit que si vous voulez que au niveau du pays là, il y a un travail à faire, direction là, les biens de Capon là, ça pas correspond à Jean-Ly en tant que chrétien, ça il comprend Jean homme doit vivre, et il comprend qualité, nécessité à travail qui était à faire en disant jeunesse là, et il commence à battre tout seul. Prend contact par aussi, prend contact par là. Et petit à petit, il crée un mouvement là et ouvre un mouvement MRJC d'un côté, dans le monde rural, en campagne, et parallèlement, au niveau de la ville, il y a une jeunesse ouvrière chrétienne, il y a aussi jeunesse étudiante chrétienne, c'est un mouvement là ça qui voit nécessité à faire jeunes connaître Kayoye, faire jeunes connaître aussi qu'à ça veut dire qu'à Jésus-Christ est venu faire. Et quand un homme qui responsabilité, un homme doit prendre un pays là, quel que soit là, et travail là, ça, il fait chemin à y. Et aujourd'hui là, nous pouvons constater effectivement que là, on va regarder par exemple au niveau de l'eau responsable, un pays là, c'est l'eau qui a dans des postes de responsabilité, eh bien, qui ont l'eau qui passait par l'école de formation là, ça, qui a dit qu'un homme, un chrétien, doit être debout, il doit être prendre place et tout partout, il doit être prendre des responsabilités. Et là, il y a une responsabilité là, c'est pour y servir, j'ai toujours qu'à dire nous ça, c'est pour y servir les plus petits. Daniel Locatin, ou avec Nicole Véripla, je organisateur ont songé à Père Céleste, ou bien Céleste, puisqu'il ne faut pas m'en oublier, puisque, comme qu'a dit Nicole, il est vraiment marqué époque aussi bien le mouvement chrétien que dans le mouvement des travailleurs agricoles. Qui j'ai hommage à ça qu'il a fait? Eh bien, hommage là qu'a fait samedi, à l'entour à Chapelle Gosse-Montagne, oui. La Montagne. Et son hommage qui est passé en plusieurs temps, donc depuis les années 2000 l'après-midi, qui est en temps parole, qui est exposition, et qui est en til en messe, en inétant, et après qui est en veillée culturelle. Donc c'est depuis à des années 2000 l'après-midi jusqu'à 10h de soir.
Et donc, moi, on va poser quand même une question là. Est-ce qu'il y a une idée l'abbé qui vient là-dedans, à l'Assemblée là, ça? Eh bien oui, ni l'abbé qui est passé, mais ni on loue d'autres monde qui est passé aussi, syndicalistes, et tout ça, parce que bon, Chéribin, c'est qui travaille avant l'eau l'abbé, et il travaille d'après moi avec l'abbé qui étaient les plus engagés, les plus monde qui scientifique, monde qui intelligent, c'est-à-dire que monde qui soit sociologue, soit spécialiste dans l'anthropologie, des comme ça, oui. Et donc, les Blanchard, les Plocos, tous ces gens qui étaient engagés aussi dans les mouvements de jeunesse, à Veille. Et puis, il travaille aussi avec un lot syndicaliste, c'est mon qui est là aussi, là, et mon communauté à l'église là, et toutes jeunes qui travaillent avec Émergicé, mais aussi d'autres mon associations qui a dans l'éducation populaire, parce qu'en fait, tout travail à Chérubin, c'était aussi, et en lot, éducation populaire, parce que les mouvements de jeunesse, c'est des mouvements d'éducation populaire, c'est Nicole dit, c'est des écoles de cadres, c'est des écoles de formation, c'est des écoles de responsabilité, c'est des écoles de réflexion, hein, parce qu'il y a des réflexions profondes, alors toi, ça m'en y est, et ça doit être lié, ça doit être fait, qui responsabilité doit être prendre dans un pays là où on vivre là, pour jouer rôle là, ou pas là pour un lien, moun pas zombie, moun c'est moun vivant. Et depuis on dit dans famille à moun là même, dans ça il a fait, en la rue là, en l'école là, en travail là, dans tout ça il a fait. Et tout gens en relation avec moun, il doit être manifesté en vieille, dans dépassement. Et donc c'est pour ça que les mouvements de jeunesse qui travaillent ça au niveau épanouissement personnel, mais aussi épanouissement à toute communauté là en fait. Et après toute communauté là, c'est aussi tout pays là qui a dans ça aussi. Alors, on va poser des questions là, on va dire ça quand même, parce que en tennis sentiment là, ça, en ces derniers temps à Vieille, Père Céleste est bon tout seul. Oui, oui, si vous voulez. Mais il faut dire que Chéribin aussi, à partir du monde qui t'aimait, voyer en avant. C'est vrai. Chéribin a fait travail qui était pour y faire, et des fois, le monde ne peut pas comprendre, mais il était ça qui a été voulu. Et d'après maintenant, ce qui est fondamental, nous devons comprendre, c'est ça qui passait grosse montagne dans la grève de la faim à Chéribin en 75. Pardon, 75. Oui, 71, c'est ton autre grève. Oui, il faut nous comprendre qu'en période là, ça, situation a été, notamment en disant quand dans les travailleurs, et gens moun te ka craser moun gens si vous voulez, nous arriver à bout d'un système où les gens qui te ka diriger au niveau à l'usine, etc., pas te ka considérer travailler comme homme. Tout à fait. Et Chéribin pas hésité, il dit qu'on est là, il faut arrêter et puis ça, moins un cas poser un acte pour faire reconnaître travailler comme homme. Et ça bouleverse l'habitant. Et c'est pour ça que nous avons dit, moun, vient à grosse montagne samedi après-midi, nous avons une exposition, nous avons une position, tout le monde prend en l'église, les politiques, les chrétiens, etc. Et pour permettre, parce que moi, en cas d'habitant, un petit monde là, on a acté en tant que ça, mais si on n'a pas de grandes affaires, c'est ça. Absolument. Donc c'est pour ça que nous avons dit, jeunesse à pays là, ça aussi. Venir voir, venir tendre, pour comprendre parce que c'est un page important à l'histoire à la Guadeloupe qui joue là. D'accord. Ben, nous avons rappelé donc tout le monde qui t'en zote et qui te connaît Père Chéribin, c'est même ça qui va te connaître lui. Voilà, donc rendez-vous là, ça va sur le désert samedi. Oui. Samedi à Croix-Montagne, son côté mythique, puisque c'est là tout le temps à partir, et donc ça tout à fait normal. Ils ont fait, tu sembles là, ça avait assis mémoire à Chéribin Céleste. En passant, normalement, on devrait entrer en contact avec Paris. Est-ce qu'on a Madame Francette Rosamond? Non, on l'a pas, toujours pas. Elle devrait nous appeler. On verra tout de suite, on va passer donc au dernier sujet d'actualité avant de rejoindre Muriel Jean-Jacques pour sa chronique. Et donc, c'était le spectacle de Tati Ambroise. Alors, Tati Ambroise, est-ce que son nom, est-ce que son femme, de toute façon, monde qui j'avouerais connaître Tati Ambroise, c'était un spectacle au Lamentin, justement, commune à Nicole, et avec reportage de Kevin Marie. Je me suis retrouvé ce soir face à un excellent public
Et je pense que c'est comme ça depuis que c'est parti. C'est parti depuis le 7 mars à Sonis. À Sonis, il y avait un bon public. Après, on a fait Bastère. Après, on a fait Saint-François. Et ce soir, à la matin. Et ça que je constate, c'est que je vois que à chaque fois, il y a un public de 45 ans jusqu'à 80 à la montée. Et face à ça, j'ai un petit peu peur. Ça m'effraie. Ça m'effraie parce que je me sens investi d'une responsabilité. On a l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas venus en spectacle, voir des spectacles depuis 15 ou 20 ans, et ils ont tati embrasé des retours, ils sont retournés dans les salles de spectacle. Et surtout à Saint-François, j'ai vu ça, j'ai vu des gens qui rentraient et qui marchaient avec bâton. C'est pas un mépris, attention, hein, mais des gens qui étaient un petit peu fatigués. Et ça, c'est vrai, c'est touchant. Je voulais dire que c'est touchant parce que ça prouve que même en étant un petit peu fatigué, voire fracassé, pourquoi pas, les gens se déplacent pour voir Tati Amboise et ça c'est touchant et c'est motivant. Et je voulais surtout dire à tous ces publics qui m'ont vu depuis et Sonis jusqu'au Lamentin ce soir, j'ai envie de leur dire merci, merci, merci. Et c'est même pas maintenant, pour moi, c'est même pas une question de fierté que la salle soit pleine. C'est même pas ça, c'est de voir la qualité du public qui vient te voir. La voiture immatriculée. Non, Tati, c'est pas ça. J'ai entendu. Alors, mon ressenti pour ce spectacle, alors déjà j'ai aimé. C'est la 4e tournée et j'étais vraiment satisfait du public, je ne m'attendais pas vraiment. Et la première tournée qu'on a fait à Sonis, ça s'est bien passé. La deuxième qu'on a fait à Bastère, ça s'est bien passé. La troisième à la Rotonde et maintenant jusqu'au Lamentin, tout se passe bien. Et la dernière date, ça sera à la Riviera. Ça sera une autre expérience. Et du coup, en fait, à chaque spectacle, il faut que je sois meilleur que ce que j'ai été précédemment. Bon concert. Leader de la salle. Encore. La pub, avant de revenir vers Muriel Jean-Jacques pour son coaching de la réussite. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi-minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros-cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en pré-vente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 22 07 et Facebook Ballon au Canal. Vinbon ou Fosla. Dynasties, combat, le combat. Chantez. Voilà, nous allons donc tout de suite saluer Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Dani. On essaie de garder le sourire quand même, même si les problèmes techniques nous dépassent aujourd'hui. Alors, on va d'abord parler de cette brocante, avant de parler du coaching de la réussite. Voilà, alors ce dimanche, nous avons une brocante avec Plus Belle Larry. Je pense que tout le monde a compris que j'étais chargée de communication à Plus Belle Larry. Et en fait, on fait un événement avec le Lions Club de Saint John Perse où on fait une petite brocante pour permettre aux enfants de partir en vacances cette année. Donc, les enfants qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances, ça sera l'occasion de venir acheter des vêtements, pas mal de choses qui seront disponibles durant la brocante. Et on vous attend vraiment en grand nombre pour pouvoir soutenir les enfants et leur permettre de partir en vacances cette année. Oui. Voilà. Alors, c'est une opération qui fait suite à la Gratiféria. La Gratiféria qui a eu un grand succès. Exactement. J'ai vu beaucoup de gens. Quand je suis passé, je me suis dit, mais c'est incroyable. Bien sûr. Les gens ont vraiment participé, que ce soit... parce que la Gratiféria, c'est aussi des échanges, oui. Des dons. Donc, beaucoup de personnes ont participé, que ce soit au niveau des vêtements, des ustensiles, de cuisine, de toutes sortes de choses, de chaussures, etc. Mais aussi des plantes, parce que c'était un spécial plantes, donc pour pouvoir aussi échanger, donner des plants. Alors là, c'est quelque chose un petit peu différent, parce que cette fois-ci, comparativement à la Gratiféria, qui est complètement gratuite,
Au niveau de la brocante, vous pourrez acheter des choses et cet argent-là sera reversé en intégralité pour les enfants et pour qu'ils puissent partir en vacances. Donc voilà. Bien, alors ça c'est pour la brocante, donc une association qui est de plus en plus dynamique. Je rappelle que Plus belle la vie a gagné le concours de la meilleure association de 2017. Exactement, Daniel. Et on espère qu'avec tout ce que vous faites déjà, que vous êtes en train de prendre des bonnes marques pour le 2018. Alors, Muriel, on va parler aujourd'hui de la solitude et comment faire pour devenir un leader, c'est bien ça? Alors, en fait, on va parler de la solitude du dirigeant. Oui, du dirigeant. Alors, effectivement, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est très prenant au niveau de l'entreprise et qui est lourd de conséquences. Oui. Et donc, je trouvais que c'était pertinent d'en discuter. Hier, il y avait le plan pluriannuel de la région. De nombreux chefs d'entreprise étaient présents. Et donc, dont vous-même. Exactement, dont moi-même. Et donc, du coup, je trouvais ça pertinent d'en discuter. Et puis, même si, effectivement, c'était une occasion de réseautage, mais au sein même de l'entreprise, souvent, beaucoup de chefs d'entreprise, que ce soit de TPE, PME, des cadres, même aussi des responsables d'associations, je les inclus également parce qu'ils dirigent des hommes et des femmes, se retrouvent souvent seuls dans leurs fonctions. Lorsqu'ils doivent prendre des décisions, c'est très difficile. Ils doivent gérer que ce soit des questionnements, ils doivent gérer des conflits, ils doivent gérer des procès. Donc on a parlé aujourd'hui de Monsieur Domota, qui a aussi un procès qui est en cours. On va en parler tantôt, je pense, encore, qui est en ce moment même en procès. Donc toutes ces personnes-là dirigeantes ont une lourde responsabilité en dirigeant des personnes, des hommes, par rapport à leur vie, par rapport à tout ça, mais également, il y a des conséquences qui suivent par rapport à tout. Donc, oui. Et quels sont les facteurs qui entraînent cette solitude du leader, du dirigeant? Qu'est-ce qui fait que? Alors, les facteurs sont multiples, Danick, je vous dirais. Souvent, les gens pensent, j'appelle ça des mythes, hein, ils pensent à tort que certains facteurs tels que l'âge du dirigeant, le secteur de l'entreprise, par exemple la créativité, le travail routinier, ce sont des facteurs qui poussent finalement le dirigeant à être très seul dans sa direction, alors que deux études ont montré que ce n'était pas du tout ça. Donc je vais prendre l'exemple de la première étude qui a été faite en 2014 par un chercheur qui s'appelle Madame Amy Rokash, voilà, de l'Université de York à Toronto, qui visait à démontrer les liens possibles entre le leadership et la solitude. Et il y a une deuxième étude qui a été faite et menée en 2016 par le professeur Olivier Torres de l'Université de Montpellier, qui est spécialisé dans les PME et qui portait sur la solitude des dirigeants. Donc, face à ces deux études, ils ont montré que, surtout en France, il ressort que 45% des dirigeants de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, ETI, se disent se sentir isolés. Et 11% se disent très isolés dans leurs fonctions. Et dans les 34% qui se disent un peu isolés, c'est par manque d'appui, c'est par manque d'accompagnement, c'est par manque de confiance. Alors on a, outre l'accompagnement de ces chefs d'entreprise, il y a d'autres problèmes qui vont se poser. Je vous donne un exemple. Lorsque un employé ou des employés commencent à idéaliser un petit peu le chef d'entreprise au niveau des compétences, de ses connaissances, et que finalement, cette idée qu'ils se sont fait du chef d'entreprise et de ses capacités, tombe un petit peu à l'eau parce qu'il se rend compte que c'est qu'un humain qui est faillible. Là, à ce moment-là, lorsque c'est plus en adéquation avec l'image qu'ils se sont faites et surtout de ce qu'ils pouvaient avoir de cette image idéale, alors ils vont se mettre un petit peu en colère, ils vont mal le prendre, ils vont se sentir un peu frustrés. Et si le dirigeant par rapport à ça, rentre en résonance par rapport à ses besoins du leader qui est frustré et ses irritations, lui-même rentre en résonance et commence à avoir des réactions hostiles parce qu'il perçoit une agressivité finalement non justifiée, alors on peut arriver à un isolement du chef d'entreprise. Puis il y a d'autres éléments également qui font que le chef d'entreprise se sent isolé. On a l'impossibilité de pouvoir parler, de pouvoir discuter des stratégies, devoir prendre seul des décisions importantes, surtout en
en temps de crise, nous avons ici le manque de contact avec les employés. Donc on va voir ça dans les entreprises de type intermédiaire, lorsque finalement le chef d'entreprise n'est plus aussi présent, c'est plus une taille de société familiale, alors effectivement il peut y avoir comment dire, une rupture entre la communication entre le chef d'entreprise et les salariés directement. Et puis on a également la fierté, parce que effectivement, on surévalue les capacités du dirigeant et lui-même surévalue ses propres capacités et refuse d'admettre ses faiblesses. Alors on peut avoir un problème à ce niveau, puis la volonté de tout contrôler, ça aussi, l'ignorance sur la façon de déléguer. Voilà. En fait, si je comprends bien, il faut un véritable apprentissage. Il faut être chef d'entreprise ou Bien leader. Ça ne s'improvise pas. Alors, quelles sont les conséquences de la solitude du dirigeant? C'est-à-dire, quand on regarde tout ce que vous venez de dire, Muriel, fierté, impossibilité de discuter avec son entourage, décision. Quelles conséquences ça peut entraîner? Alors, les conséquences sont multiples. Elles sont souvent liées à l'impuissance d'agir, les risques de burn-out, d'anxiété, même pouvant aller à la dépression. Oui. Puis certains dirigeants aussi, qui se sentent stressés ou qui se sentent isolés, ont de plus en plus de mal à prévoir, à anticiper les événements. Donc ça peut devenir très problématique au niveau de l'entreprise si le chef ou le dirigeant ou le cadre ou le responsable d'une association n'a plus la vision. Et quelles sont les solutions alors? Alors, les solutions sont multiples là également. Puis je vous dirais, j'aime bien comparer parfois les dirigeants aux sportifs de haut niveau, parce que c'est un peu le même mental qui vient lorsqu'on est leader et lorsqu'on gère des équipes. Alors, je vous dirais, à date, moi, j'ai jamais vu des champions qui sont devenus champions tout seuls. Oui. Voilà. Ils font un environnement, ils ont un coach, ils ont une équipe qui les soutienne. Et ça, c'est valable également pour le chef d'entreprise, parce que lorsque vous êtes arrivé au sommet, si vous n'avez personne à qui vous référer, vous comparer, eh ben là, il y a un problème, parce qu'à un moment donné, ça va décliner. Et c'est la même chose pour les dirigeants. Si vous n'avez pas d'équipe autour de vous, si vous n'avez pas de coach, vous n'avez pas d'équipe qui vous soutienne, là, ça va devenir très difficile, parce que vous pouvez faire des fautes et personne ne peut vous dire oui ou non si vous avez fait une faute. Alors, c'est à ce moment-là que je trouve que c'est primordial pour les chefs d'entreprise de privilégier énormément leur famille. Alors, il y a certains qui me disent « Ah, mais j'ai pas le temps, j'ai pas beaucoup d'heures à consacrer, que ce soit à mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie, mes enfants, etc. » Surtout au début, lorsqu'on monte une entreprise. Mais je vous dirais que c'est la chose la plus importante, parce que les jours où ça va pas, ça va être le partenaire ou la partenaire qui va vous épauler. Le jour où vous déconnez parce que effectivement vous avez pris la grosse tête, ça va être souvent vos enfants qui vont vous ramener sur terre. Donc, c'est très important quand même de garder ça autour de soi. Alors, dernière question sur la solitude du leader. Comment peut-il créer cet environnement qui peut le sécuriser, qui peut l'aider à tenir le coup? Alors, au niveau de l'entreprise, on a plusieurs solutions. On a la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est quoi? C'est la création de comités de direction. Donc, si on ne peut pas avoir un comité de direction, parce que tout dépend de la taille de l'entreprise ou du type d'entreprise, on peut créer des comités de gestion un peu informels, ce qui va vous permettre finalement de pouvoir échanger des idées et des stratégies. Puis on a aussi l'intégration de groupes de pairs, c'est-à-dire que je vais rentrer dans des associations d'entrepreneurs, dans des cercles privés qui vont me permettre justement de pouvoir échanger avec des personnes de ma profession, ou même qui sont entrepreneurs mais qui ne sont pas du même type de secteur d'activité. Et ce que ça va permettre de faire, c'est de me soutenir à des moments difficiles où je n'ai pas d'idée. Peut-être qu'un autre entrepreneur qui est passé par là pourrait me donner des astuces. Donc ça, c'est important. Et puis, nous avons le sport, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est également bon de faire du sport. Ça vous permet de vous libérer de toute anxiété, de stress. Et ça vous permet de voir aussi et de prendre du recul et de voir les choses autrement. Puis la dernière chose, bien sûr, nous avons le coaching exécutif. Bien sûr, j'allais dire ça. Eh bien oui, on ne s'oublie pas, bien sûr. Donc c'est un espace finalement protégé pour le chef d'entreprise, le cadre ou le responsable d'association,
où là, on va pouvoir discuter de leurs défis, de leurs problèmes, prendre du recul par rapport à la situation et trouver des stratégies qu'ils pourront mettre en place, qui pourront les aider justement lorsqu'ils se sentent un peu seuls en entreprise. Et Muriel, en tant que coach, si un chef d'entreprise qui nous entend en ce moment a besoin de conseils, il fait quoi? Eh ben, il peut nous appeler à Carutera au 0590 47 30 19. Il peut retrouver aussi les rubriques sur le www.zcl.tv et sur notre site aussi de carutera.com. Carutera comme thérapie, T-H-E-R-A. Juste une dernière question, on se quitte. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui subissent ce que je peux appeler le syndrome de l'isolement, de la solitude. Oui, il y en a beaucoup, malheureusement. Et puis, il y a certains même chefs d'entreprise qui ont le complexe de Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont un peu Dieu le Père dans leur entreprise et qu'après eux, le déluge. Et ils oublient que finalement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une très grosse désillusion lorsqu'ils voient que ça ne marche pas comme ils veulent et surtout lorsqu'ils voient que leurs employés ne les prennent pas pour Dieu dans leur entreprise. Donc, c'est vrai qu'à ces moments-là où c'est très confrontant, à ces moments-là où c'est très difficile, c'est bon de pouvoir parler et d'avoir quelqu'un qui vous réajuste et vous remette sur les rails. Voilà, merci donc à Muriel, notre coach de la réussite qu'on retrouve habituellement le mardi. Aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel. Le lundi. Le lundi, on va la retrouver dans un prochain lundi. Sinon, je rappelle très rapidement qu'aujourd'hui, qu'on a parlé, bien sûr, du CHU avec cette intervention de notre député à l'Assemblée nationale française. On a écouté ce qu'elle a dit, c'était Madame Benet, Justine Benet. Ensuite, on a parlé du PPI, le plan pluriannuel d'investissement d'Arichalus, près de 760 millions qui sont déposés sur la table, mais les entreprises ne sont pas tout à fait convaincues. Et puis, nous avons reçu aujourd'hui Guillaume Robillard qui va animer une série d'ateliers au MAC à l'intention des jeunes qui veulent travailler à la fois sur Édouard Glissant et sur le cinéma. Nous avons reçu Nathalie Dinan, journaliste, rédactrice en chef adjointe de France Antilles, qui est venue nous dire un petit peu les difficultés de son métier. Nous sommes, je le rappelle, dans la semaine de la presse. Nous recevons chaque jour un communicant ou un journaliste. Et puis Nicole Vériplat et Daniel Locatin, des anciens DMRJC, mouvement régional, rural, pardon, de la jeunesse chrétienne, qui sont venus parler de cet hommage au Père Céleste, hommage qui se fera ce week-end, samedi exactement, à Grosse-Montagne, lieu mythique où le Père Céleste a, on peut dire, a fonctionné pendant des années, depuis 71 et surtout pendant la guerre de 75. Et puis, nous venons de recevoir notre chroniqueuse coaching de la réussite, Muriel Jean-Jacques, qui est avec nous le lundi. Et c'était tout à fait exceptionnel. Voilà, c'est quand même terminé. On a réussi à sauver les meubles. On n'a pas réussi à joindre depuis Paris Française Rosamond. Nous espérons probablement, peut-être demain, que les choses seront un petit peu mieux organisées. Voilà, c'était en direct de C10FM et de RHT, le ZCL habituel. On se retrouve demain et normalement, on devrait recevoir le président de l'association des maires. Je vais parler de M. Pios qui sera en direct ici dans le ZCL VIP. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retour demain à partir de 12h30. Ouh.